Donc, dans ces lectures, je fais toujours une petite présentation du travail global et puis du contexte. Donc, nous lisons au long cours La guerre de la terre et des hommes, qui est un texte un peu monstrueux en 5 tomes. Et nous avons travaillé avec Thierry Consigny, qui n'est exceptionnellement pas là ce soir, sur les 3 premiers tomes. Nous avons fini les 3 premiers tomes et nous sommes en ce moment dans le 4e tome. Et le but du jeu était de lire au long cours notre travail, non pas de réécriture du texte, mais de correction de toilettage du texte, où Thierry joue le rôle du défenseur du lecteur devant les difficultés du texte. Si je dois résumer l'objet global du livre d'une seule phrase, ce sera tout simplement la première phrase du livre. Il y a dans le monde un objet de plus. Et avoir dit « il y a dans le monde un objet de plus », ça n'en a pas l'air, mais ça veut tout de suite énoncer, d'une certaine manière, ce qui est à la fois un scandale, une bénédiction, une malédiction pour le monde, à savoir que quelque chose dans le monde excède le monde, et que le monde tantôt s'en illumine, tantôt en désespère. Ce qui, dans mon récit, excède le monde, ce qui est en trop dans le monde, tellement en trop dans le monde qu'on ne peut pas dire qu'il appartient au monde, mais qu'il véritablement ne lui appartient pas, c'est un bâton. Et j'ai assez dit à mes amis ici présents ce qu'il en était de ce bâton. Je suis obligé quand même de dire à mes nouveaux amis qui arrivent aujourd'hui que ce bâton n'est pas sans lien avec le bâton qui a un rôle immense dans la Torah, donc dans la Bible, du bâton de Moïse, bâton dont on dit qu'il est passé de main en main depuis Adam jusqu'à Moïse, bâton qui justement signifie un objet qui littéralement déborde le monde et par lequel se signifie, parce que le paradoxe de cet objet c'est qu'il déborde le monde mais pourtant qu'il est dans le monde, qu'il est là, qui signifie que le monde n'est pas un espace clos mais qu'il est un espace constamment débordé par lui-même. Et c'est la tâche aussi bien du bâton que de la Torah elle-même, que du juif par ailleurs, etc. Et face à cette donnée initiale, le monde réagit en faisant, alors ça c'est de la poésie, en faisant de la tourbe. Qu'est-ce que ça veut dire la tourbe ? Parce que c'est l'autre objet fondamental de mon récit, le bâton et la tourbe. Qu'est-ce que ça veut dire la tourbe ? D'abord, la tourbe, c'est un mot ambigu, parce que les latinistes savent que turba, ça signifie la foule. Donc, face au bâton, le monde, d'une certaine manière, fait foule. La foule, c'est quelque chose qui est informe. La foule, c'est une habitation tragique par l'homme de la terre. Et c'est une habitation d'autant plus tragique qu'elle est généralement dirigée, manipulée, arraisonnée, dirigée par les voix qui s'imposent à elle. Et en même temps, la tourbe, ça c'est la poésie, c'est aussi une matière végétale dans laquelle, dans des espaces très, très peu riches en sels minéraux, les végétaux qui poussent se nourrissent en absence de nutriments des couches inférieures qu'elle dévore. Et dans cette image, il faudrait lire, à m'en croire, la lente dévoration de l'humanité par elle-même, qui se nourrit de sa propre culture. Évidemment que la culture se nourrit de la culture, tous les ministères de la culture ne disent que ça, mais précisément, il y a là quelque chose de fondamentalement mortifère. Et l'objet de ce livre, en gros, c'est de raconter comment, entre la tourbe et le bâton, il y a 2 mondes qui se font face. Là où on croit qu'il y a un monde, en vérité, il y en a 2. Ces 2 mondes sont à jamais irréconciliables, sont à jamais dans une tension immense l'un avec l'autre, et pourtant, il faut qu'il en soit ainsi.
Et ça, c'est, si vous voulez, l'explication entre guillemets philosophique ou talmudique de ce que je raconte dans ce livre. Alors maintenant, pour dire les choses moins abstraites, c'est une narration en apparence romanesque, si l'on peut dire. Il y a 5 tomes. Le premier tome parle de l'histoire et met en tension deux moments de l'histoire qui sont un peu le début et la fin de l'histoire européenne. Le début, c'est l'an 1000, la fin de l'histoire des nations européennes, je veux dire. Et la fin, c'est 1945, c'est la Deuxième Guerre mondiale, où d'une certaine manière, l'Europe, il y aura après ça des épilogues, mais enfin, l'Europe s'est terminée dans la Deuxième Guerre mondiale. Et cette histoire européenne est l'histoire absolue pour moi, parce que où est-ce que l'histoire a eu véritablement sens? Ben, c'est justement dans l'invention, dans l'épopée européenne. Et je vous confie que l'intuition initiale qui a 20 ans à lancer mon écriture, c'était de dire que je voulais écrire un mythe, et je voulais que ce mythe que j'allais écrire finisse par me rattraper, et qu'il finisse par me dire que je ne disais jamais, que je n'avais en vérité fait jamais qu'un reportage de la réalité. Et j'ai parfois le bonheur d'être effectivement rattrapé par la réalité dans mon mythe. J'ai comme ça plein de petits signaux qui m'ont été apportés. Par exemple, voulant parler de l'histoire européenne, un jour, mon ami Pinchard, qui n'est pas là ce soir, me signale que chez Leibniz, qui est un des plus grands penseurs que l'Europe ait connu, pour Leibniz, le sol fondamental de la Germanie, c'est précisément la tourbière. Et des petites choses comme ça. Alors, dans le premier tome, donc c'est 2 journées de l'histoire entre l'an 1000 et 1945 qui se font face. Ont des personnages. Les personnages de l'an 1000, c'est une famille juive, entre guillemets juive, parce que l'un des enfants sera justement celui qui tournera le plus radicalement le dos à cette aventure et qui ressemble trait pour trait au personnage d'Ésaü dans la Bible, de la même façon que son frère, qui s'appelle Élias, le personnage qui tourne le dos va s'appeler Herman, ressemble trait pour trait à Jacob dans la Bible, c'est-à-dire à Israël. Puisque Israël, c'est le nom poétique, ou c'est le nom triomphal de Jacob, lequel Jacob est un nom au contraire d'une certaine manière d'épreuve et de misère du personnage. Puisque Jacob, ça veut dire il talonnera. Et dans cette famille, il y a un père magnifique, qui a reçu le bâton. Donc il est récipiendaire du bâton. Mais il a voulu s'en débarrasser, grave erreur. Et ses 2 fils, l'un poursuivra l'exemple du père en étant immensément singulier, inventif, jamais dogmatique, et sera la figure même de la vitalité de la pensée, quand son frère sera au contraire un adorateur de son père, et par là même sera un institutionnel, sera un dogmatique, et finira par se penser, comme il en devient toujours dans ces cas-là, comme un homme de la puissance et du pouvoir. Et Élias reçoit le bâton à son tour, le frère Élias reçoit le bâton à son tour, et Herman, le puissant maudit, tuera Élias en lui ravissant son bâton. Mais Élias ne mourra pas, puisque tombant dans un glacier, on est en Suisse quand ça se passe, tombant dans un glacier, il est recueilli par la terre, qui le conserve vivace pendant les 1000 ans de l'histoire jusqu'à aujourd'hui. Quand Herman, lui, qui s'est approprié l'objet de plus, va croupir, lui aussi, 1000 ans durant, dans une caverne à Sion, mais pas Sion des sionistes, à Sion dans le Valais, où, se desséchant, il se réalimentera le plus possible d'eau, car il est véritablement l'homme de la tourbe, et parce qu'il est l'homme de la tourbe, et qu'il se sera emparé d'un objet inassimilable et inappropriable, eh bien, il se fera une immense violence, parce que ça lui inflige une terrible souffrance, mais que cette souffrance qu'il subit
va lui permettre de dicter, de vie d'homme en vie d'homme, de siècle en siècle, un petit peu moins, les grandes scansions de l'histoire, les grandes étapes de l'histoire. Et en 1945, qui va être l'objet de notre lecture de ce soir, ce qu'il a dicté, c'est je commande le moi pour la vie à venir. Autrement dit, la dictée d'avant, c'était les nations, c'est terminé, c'est brûlé par la guerre, demeure l'enfermement des hommes dans le moi. L'autre pan, c'est 1945. C'est 1945 et c'est un château en Écosse. Dans ce château en Écosse, il y a un immense compositeur qui s'appelle Lord Ian Stuart Bute et qui a pour butler un certain Mulligan. Je ne cache pas que Lord Bute est un déplacement en Écosse pour des raisons de narration du gigantesque Sibelius, et qui est le compositeur le plus tellurique qu'on puisse imaginer, et ça ira très bien pour mes affaires de tourbe, de terre et de colère de la terre. Je dirais à la fin cette histoire de colère de la terre. Dans ce château en Écosse, Lord Bute, qui est donc un grand compositeur, a composé une 8e symphonie, dont son butler, qui est un personnage extrêmement mystérieux, beaucoup plus mystérieux encore que son génie de maître, a compris qu'elle disait, qu'elle exprimait d'une certaine manière le secret de la tourbe, le secret de toute cette narration. Comment est-ce que le butler peut savoir ça? Parce que le butler n'est pas n'importe qui. Le butler aussi est un homme extraordinairement anormal. Il est un homme qui appartient à cette inexpiable, ineffaçable lignée d'hommes qui remonte à Noé et que j'appelle les 70 hommes, qui fait que quelque chose d'une humanité restaurée après le déluge ne peut pas mourir, si bien que quand les hommes qui appartiennent à ces 70 enfants de Noé, 70 descendants de Noé meurent, il faut que quelqu'un, d'une certaine manière, reprenne le flambeau de ce que le porteur du nom était. Parce qu'il ne s'agit pas du tout de réincarnation, de métempsychose, je vais en parler dans un des chapitres que je vais lire, mais il s'agit de dire que quelque chose de l'essentiel de l'humain ne peut pas mourir, quoi qu'il advienne. Et donc, on n'est pas ici du tout dans une figure du juif, on est dans une figure au contraire profondément non juive, mais profondément, on dirait en technique talmudique, noachique, c'est-à-dire propre à cette humanité de Noé, qui, dans sa totalisation, dit tout l'humain, très différemment d'Israël. Et le butler de Ian Bute a fait inviter 2 personnages dans le château de Bute. Ces 2 personnages sont Churchill et Tolkien. Pourquoi ? Parce que ces 2 zozos, ces 2 tarés, Churchill et Tolkien, sont à leur façon aussi des poètes de l'histoire qui sont en mesure d'entendre cet immense secret de l'histoire. Si bien que tout le monde se retrouve là-bas, écoute la 8e symphonie, jouée par Sir John Barbie Rowley, et après quoi, des événements se produisent qui font qu'en gros, tous ces personnages découvrent tragiquement que l'histoire est une vraie saloperie, que l'histoire est une gigantesque orchestration du malheur humain, que l'histoire est un enfermement des hommes dans la tourbière, enfermement qui les a empêchés en vérité d'habiter véritablement la terre. Et c'est pourquoi un jour il faudra que la terre vomisse le passé, vomisse la tourbière qui l'a entravé, si bien que les hommes n'ont pas véritablement habité le monde. Alors après cette découverte, effarés, les personnages rentrent chez eux, et puis donc Churchill est chez lui à Chartwell avec sa femme Clemmy, et puis il décide que merde, il a sauvé l'Angleterre, il a sauvé le British Empire, mais que maintenant il faut qu'il aille voir cette saloperie de tourbe et le cœur crucial, vital de cette immense supercherie. Et en gros, ça se joue entre deux lieux. Sion, où se trouve contingentement Hermann dans sa grotte dans le Valais, mais l'épicentre vers lequel il faut aller, c'est le lieu le plus païen du monde, qui s'appelle les Externsteine, là où l'armée romaine a été défaite par le général allemand Arminius, qu'on appellerait
plus simplement Hermann, comme par hasard. Ça, c'est historique. Et donc, Churchill décide d'aller aux Externsteiner. Il va falloir qu'il passe par des petites étapes. Et puis, déjà, il va devoir aller chercher, c'est ce que je vais raconter dans le chapitre ici, des lettres qu'un certain Benito Mussolini lui avait cachées dans un hôtel, bien en secret. Et ce qu'il y avait dans les lettres, on le verra, hélas, la semaine prochaine. Mais on va aller voir Churchill à la recherche de ces lettres dans ce premier chapitre. Et puis dans le chapitre suivant, j'ai toujours 2 chapitres, dans le chapitre suivant, je lirai le voyage de Lord Bute, qui lui a déjà traversé une partie, il a traversé une France de l'après-guerre, une France de 45. Il est allé jusqu'à Strasbourg, et là, il va passer en Allemagne. Il a un chauffeur, et il a une Rolls que lui a spécialement dédié le Prime Minister, pour qu'il voyage confortablement dans son voyage initiatique. Mais lui, il ne va pas aux Externsteiner, lui, il veut aller directement à Sion, voir Hermann qui l'avait invité. J'en ai fini pour la présentation, et je lis les 2 chapitres. Chapitre 6, un chevalet à Côme, vendredi 7 septembre 1945. Passés par la tourbière de Bute, les membres du Fellowship, Churchill, Tolkien et Bute, étaient d'autant plus concernés par les états d'âme que communique la Terre, l'état du monde et l'ordre des choses, qu'ils en connaissaient le secret. Ce qu'on sait pèse bien plus que ce qu'on ignore. Alors que le monde allait allègrement à la rencontre du nouveau prêche d'Hermann, je commande le moi pour la vie à venir, tout au bonheur de la tâche individuelle qui incombait à présent à tous, nos 3 initiés étaient passablement dépités, sans pour autant goûter à quelque liberté conquise. Seulement, ce qui paraissait évident et désirable aux hommes leur semblait évident et abominable. Hohenlohe, Hohenzollern, Hohenstaufen, Hohenlohe, Hohenzollern, Hohenstaufen, Hohenlohe, Hohenzollern, Hohenstaufen. Ballotté par le mouvement de sa voiture, Churchill égrenait cet ostinato comme une comptine enfantine à laquelle il ajouta un autre motif. Sachsen, Coburg und Gotha, Sachsen, Coburg und Gotha. Couplet ou refrain. Je ne suis plus sur mon île. Je ne suis plus dans mon empire. Je suis dans un lieu où le British Empire n'a imposé son nom que pour qu'il prenne sur ce sol comme ses guêtres sur mes chaussures. Fier de son bon mot, Winston tapota sur la vitre du chauffeur. « Dites-moi, mon bon garçon, vous allez essayer de me faire vomir !» il est plus à Chartwell, il est parti de Chartwell, il est déjà en Suisse. Enfin, il approche, disons. Prime Minister, je n'y peux rien si les routes tournent, nous sommes en montagne, je prends les virages aussi largement que je peux. Je sais que vous mentez. Clémy a décidé de me faire payer ce voyage, elle le réprouve. Elle vous a ordonné de me secouer. Le chauffeur éclata de rire et Churchill fut rassuré. Il avait beau avoir été désavoué par le peuple anglais, il était encore vivant et drôle. Le monde s'était écroulé autour de lui quand il avait été battu. Tout le monde, même Clémy, avait cru le comprendre. La fameuse drogue du pouvoir. Il avait trop longtemps tenu le sceptre de feu dont le roi George brandissait une imitation de bois. L'éclair de la force, source de vie et de puissance, ne s'abandonnait pas sans larmes. Il se souvint de son altercation récente avec sa femme. « Mercure deviendra Premier ministre !» avait crié Clémy, excédé par les humeurs de son mari. « Et tu sais bien que tu as mené cette guerre pour pouvoir un jour perdre le pouvoir. As-tu oublié que c'est dans ce pays, Winston, que fut inventée cette dame que tu détestes juste un peu plus que moi et qui est pourtant ma seule rivale ? Oui, Clémy, je sais, la démocratie. C'est moi qui ai inventé ce mot d'esprit. Pourtant, ce n'est pas ce que tu crois. » Comment pas ce que je crois ? Tu n'as jamais été aussi heureux que lorsque les V2 tombaient sur Londres. Et même tu espérais secrètement que l'un d'eux explose devant ta baignoire pour donner de l'ardeur à ton shampoing. Depuis que nous avons gagné la guerre, tu fais une tête. Excuse-moi. Pas de bulldog, de hush-puppy. Cesse de parler comme moi et de me voler mon humour, femme. Alors quoi, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qui fait de toi le boulet le plus lourd, le plus pénible et le plus volumineux du royaume d'Angleterre ? Il n'y a pas d'Angleterre. Quoi ? Encore le British... Pas même de British Empire. Je te dis qu'il n'y a pas d'empire et pas d'Angleterre. Que tu es vieux et gros. Que ta vieillesse te rend épais. Tu ne comprends pas, souveraine idiote, avait crié d'une voix éraillée le vieux maçon en envoyant balader cette ruelle à environ 20 cm de sa femme. Il était en train de refaire le mur de briques dont il avait décidé de protéger les clapiers de ses lapins
et qu'il avait détruit parce qu'il avait été bâclé pendant la bataille de l'Atlantique. Je ne dis pas qu'il n'y a plus d'Angleterre, qu'il n'y a plus d'Empire. Je ne dis pas qu'il s'écroule. Je dis qu'il n'y en a jamais eu. Ah, en effet, c'est une nouvelle forme de Black Dog. Ce coup-ci, j'ai regretté que le docteur Freud nous ait quittés. Jamais femelle sans cervelle. Il y a eu des germains, cela sans aucun doute. Et puis après cela, il y a eu un faux plafond, un mirage, une jolie petite histoire qui a permis à la femme anglaise de se tailler les dents en pointe pendant 800 ans et de verdir au contact des prairies du Sussex. Dis-moi, Winnie, dans le seul but de mesurer l'état de délabrement de ton reste de cerveau, il n'y a pas eu d'Angleterre, pas eu de France, mais il y a eu une Allemagne, c'est ce que tu prétends? Non, pas d'Allemagne non plus, une Germanie, oui. Je commence à comprendre ce que voulait faire Hitler, Germania. Ah, tu regrettes? Finalement, tu aurais voulu l'inviter à prendre le thé, vous auriez pu évoquer le cas épineux de l'agrandissement de Chartwell, tu ne penses pas? Non, j'aurais donné le truc pour ouvrir une bow window dans sa chambre de Berchtesgaden. File, vieux fou, et reviens dans de meilleures dispositions. Sois béni, fraîche jeune fille. Il traversa à toute allure le gravier de Chartwell, suivi par son butler essoufflé. McGowan, bougre d'idiot! Avez-vous pris un palette et mes pinceaux? Prime Minister, vous n'êtes pas obligé de hurler. Elles sont, comme vous l'avez dit, sur le dessus du coffre de la Chevrolet. Chevrolet? Comment peut-on? Il eut une pensée pour son ami Ian Bute. Où devait-il bien être, celui-là, encore en train d'errer dans son Allemagne en ruine? Allemagne, le mot lui revient. Et de là, mélangeant à son habitude son rôle d'historien à son snobisme nobiliaire, il cita les grands noms. Hohenstaufen, Hohenlohe, Hohenzollern. Nous sommes donc dans les Alpes françaises, est-ce bien cela? Non, Prime Minister, nous sommes déjà dans les Alpes suisses. Arrêtez-vous un moment, vous voulez bien? La voiture se gara sur un petit promontoire dans la boucle de la route, bordée d'une barrière de bois. La lumière était rare, l'énorme silhouette d'une haute montagne remplissant tout l'espace. Il lui fit face. Sur les côtés, comme des vagues refluent en chansons d'écume quand la marée les convoque, des reliefs se couvraient encore d'arbres et d'arbustes à l'échelle, la sienne, infime et ridicule. En face, de l'autre côté du précipice, la gigantesque volonté de la terre avait tonné si fort, si haut dans l'abîme de l'air, que cette pierre tendue d'un seul corps pointu lui apparut comme une personne cruelle et fascinante. Il repensa à Tolkien. Bute, Tolkien, il ne parvenait pas à se dissocier d'eux. Vivait-il au même instant une impression semblable? Entre leurs âmes, une soudure avait-elle opéré? Je veux voir des montagnes, Gandalf, des montagnes. Churchill avait été très impressionné en lisant le manuscrit du vieux professeur par cette protestation dans la bouche de Bilbo. Aussitôt, il s'était identifié. Il avait deviné que l'écrivain, maladivement anglais, et en cela pareil à lui, pointait ici la malédiction de l'île de Bretagne, affublée des reliefs les plus mesquins de cette folle d'Europe. L'absence de hautes montagnes en Angleterre était à peu près identique à l'absence de philosophie ou de profondeur métaphysique, une spécialité. Sauf que des secondes, on se glorifie quand on a d'autres occupations, tandis que de la première, on se navre, surtout en vacances. Il en avait imaginé des montagnes, ce vieux fou de Tolkien. Churchill le jugeait horriblement vieux en le lisant. La relative fraîcheur de ses traits, conjuguée à ses cheveux poivre et sel, ne lui ôtait pas de la tête que la vraie jeunesse était en lui, Winston, et pas dans ce déplorable rat de bibliothèque. Il se souvenait du Caratraz qui était méchant et avait jeté la communauté de l'anneau dans la gueule du Balrog en les fonçant à passer par les mines de la Moria. La montagne vivait chez Tolkien, la montagne pensait, elle préméditait et se vengeait. « Comment s'appelle-t-elle, celle-là » demanda Churchill au chauffeur qui se plongea dans une carte. Pendant qu'il cherchait, Churchill tentait de la parcourir des yeux. Cela exigeait un effort. La haute montagne, pour peu qu'on pense à ce qu'on y voit, est aussi fausse qu'une image de cinéma. Elle dresse des forêts d'immenses sapins comme des grouillements de vermine. Elle élève ses crocs sanguinaires et immenses comme un film méplat. Elle nous enseigne en somme que nous n'y voyons rien. Pitts Badous, nous sommes non loin d'Andermatt, Prime Minister. Voilà qui me rappelle quelque chose, lâcha Churchill. Pitts, quel fou ces Suisses. Toutefois, ils n'ont peut-être pas tort. Il faut donner aux montagnes des noms cinglés. Allons, repartons. Non, attendez. Il décida de regarder encore un peu. Quelque chose le retenait. Le Pitts Badous avait pris la pause depuis le lieu où il s'était mis à le regarder. Étrangement, le déplacement de quelques pas à distance de la voiture avait considérablement changé la morphologie de la montagne.
malgré sa masse et sa hauteur. À présent, elle était drapée dans une vaste cape de granit, dont elle se protégeait du regard en même temps qu'elle le défiait. La grosse et râpeuse pointe qui surmontait ce déhanché, cou ou tête, le dévisageait, inhumaine. « Qu'est-ce que tu es, toi ?» murmura Churchill, tandis qu'une sorte de rage l'envahissait, très différente de celle qui le prenait quand venait le moment de peindre. Tantôt, son regard descendait du sommet à cette espèce d'encolure ou de bras en demi-cercle, qui à tierce hauteur l'avait aguiché et mordu de son mépris, comme une géante Carmen. Tantôt, il remontait les vagues successives et figées, extases écrites sur du papier à musique pour qu'une énorme Isolde les hurle en une performance de cirque. Balançant entre ironie et satisfaction, il crut avoir gagné, mais elle gagna. Comme poursuivi par un aigle, un oiseau passa en lançant de petits criaillements aigus. Ne sème-t-il pas ainsi les cailloux pour les ogres, pensa-t-il, un corbeau, une corneille ou un chouca. Le vent s'était mis à souffler dans ce couloir du monde. Il s'engouffrait, né peut-être d'un océan lointain ou seulement de la poussée de toutes choses dans la colère de leur croissance. Une poussière toucha la prunelle gauche de Winston, encore un cri de corbeau, odeur de suc, de résine. L'essence végétale du monde tournoyait dans ses narines. L'ivresse le gagna. Le froid passait en bouffées d'étrangeté sur son corps, qui devinait sa substance terreuse. Il ouvrit les yeux. Il vit encore une fois le Pitts Badous et il éprouva le poids des choses, d'une feuille, d'un insecte, de sa canne qu'il tenait dans la main, et le poids de la magie gigantesque qui se dressait devant lui dans un hurlement de victoire. Tout s'effondra dans son esprit. Le talpi des mots qu'il avait envoyés sur les foules en panache de flammes, car les mots de Winston avaient commandé aux bombes, et leurs répercussions infinies de bouche en bouche et dans les pensées des hommes, furent aspirés d'un seul coup par un courant d'air froid. Tout ce bruit se tut devant une seule montagne, qui exultait de son silence et le vidait de lui-même. Churchill n'était plus qu'un vieux corps tremblant, un patchwork à moitié défait, devant la radieuse nouveauté des choses, une chose morte parmi les choses. Au moment où il se disait que l'instant était venu de repartir, il entendit un éboulement. Pourtant, il ne vit rien. Pas même un vague nuage de poussière, pas même un petit accent blanchâtre sur l'air gris qui entourait l'obèse actrice. Une demi-heure plus tard, ils étaient dans un engorgement, où deux ponts se surmontaient l'un l'autre, dans des parois vertigineuses de pierres coupantes. « C'est la passe de Saint-Gothard, de Turner !» s'écria le vieux peintre. « Non, Prime Minister, c'est le pont du diable, d'après la carte. »« Le diable, ils ont raison, pensa-t-il. Les montagnes sont des démons qui jouent aux quilles. » Fermant les yeux, il vit fulgurer une scène. Un jeune soldat blond s'allongeait dans le lit creusé du sol d'une forêt. On le recouvrait d'une tunique de feuilles semée sur tout son torse. Dans un sortilège du malin, les scènes et les temps s'effondraient les uns sur les autres comme ces masses de granit. Winston venait de voir, dans un rêve éveillé, un rituel SS qui s'était tenu dans la forêt de Teutoburg. Avait-il eu connaissance, dans un rapport secret qui lui remontait inexplicablement à la mémoire, ou était-ce vraiment un sortilège du lieu? Il remonta vivement en voiture. Pour la première fois, il avait peur du monde. L'aile de la puissance qui venait de le heurter était celle qui volait, en grands échos tournoyants, sous les hautes voûtes du palais de Sauron, eût dit ce pauvre Tolkien, dans l'esprit du prêcheur Hermann. Pas un mot. Le bruit, au moment que Churchill claqua la porte, fusa à l'endroit exact qu'il venait de quitter. Nullement un rêve, mais la balle qu'un tireur lucide lui offrait pour le libérer à jamais de ses angoisses, mais qui se perdit quelque part dans l'abîme des montagnes. Churchill ne savait pas que cette balle avait été tirée pour lui par un serviteur d'Hermann. C'était ainsi avec lui. Même quand Hitler l'avait ciblé, même quand il était au milieu de la bataille, sur les bateaux attaqués par les sous-marins, dans une charge de cavalerie des Beurs ou dans des bourgs, ou dans une tranchée de 1917 où il venait de se prendre ses bains de boue, les balles et les explosions étaient pour tout le monde, sauf pour lui. « Hôtel Posta, Prime Minister !»« Ah !» Churchill descendit lourdement de voiture. Devant lui, le lac de Côme scintillait, couronné de reliefs qui lui parurent doux et décoratifs. Toutefois, un bateau qui partait produisait en lui une telle tristesse qu'il ferma les yeux un moment. Rien n'est plus clos qu'un lac dans les montagnes. Même à Blenheim, dans ses jours de malheur, Winston ne s'était jamais senti si démuni devant le désespoir du monde. « Je suis le colonel Warden, Signor Etaroni, dit Churchill d'un coup de karaté. Mais,
Pour vous, je reste qui vous savez, lui souffla-t-il à l'oreille. Le pauvre Taroni s'illumina et sa belle moustache à double révolution se tendit comme la queue d'un chien d'arrêt. Vous êtes incognito? Incognito precisely, fit l'autre. Bonasse. Vous souvenez-vous de la caméra ducale? Je m'en souviens aussi bien que de la polenta de ma mère, signore Warden. Je l'ai fermée à double tour et je ne l'ai ouverte à personne. Une promesse est une promesse, surtout faite à vous, notre sauveur. Ne nous confondez pas, s'il vous plaît. Le sauveur était beaucoup moins gros et il se laissait pousser la barbe. McGowan, hurla Churchill, tel une bête pour changer de musique. Sortez-moi ce bloody chevalet. Le pauvre butler courut à la voiture et commença par extraire de la grosse malle un énorme chapeau de paille. D'un geste rageur, il le souleva brusquement au-dessus du crâne du patron avant d'en couvrir plus doucement sa calvitie. Churchill le regarda méchamment. « Vous allez cesser de vous lamenter sur votre sort, homme normal. Vous aurez beau faire, vous ne ferez pas que je ne suis pas un grand homme. » « Avec tout le respect que je vous dois, Prime Minister, qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse ?» bougonna McGowan en apprêtant les pinceaux avec une hâte qui contredisait son discours. « Vous êtes exactement comme Clémy. Ce n'est pas la peine de me le faire. Dès que je suis méchant, vous êtes triste. Vous n'y pouvez rien. C'est ce qu'on appelle l'amour. »« Vos pinceaux, Prime Minister !» vociféra McGowan comme s'il annonçait la visite du prince de Galles. Churchill s'assit sur la terrasse du posta au-dessus du lac. Il contempla son motif. Ah non, décidément, il ne pourrait pas. Il regarda autour de lui. McGowan fumait à l'autre extrémité sur une petite chaise sans table. Taroni le surveillait de loin, semblant avoir envie de le regarder commencer. « Vous voulez bien aller travailler, Cornuto ?»« Je vais aller travailler, mais je vous demande de ne plus jamais m'appeler Cornuto. Même si je suis petit, j'ai mon honneur. »« Ouais. » Churchill était furieux comme contre les hommes, contre lui-même et contre le monde. Il ne faisait en réalité que prendre la pose. Il posait au peintre, si l'on peut dire. Or, il n'avait qu'une envie, envoyer par le fond le chevalet, la toile et la palette. Il tint 2 heures. Puis, il alla voir Taroni. « Clé !» maugréa-t-il. Taroni, l'air cérémonieux et entendu, lui tendit un tout petit passe qui aurait pu servir à une dînette. « Quel étage ?»« Vous avez oublié, c'est pourtant là que vous l'avez rencontré. »« Eh bien quoi? Vous croyez que je n'ai jamais rencontré personne dans ma vie ?»« 3e étage, chambre 308. » Le Premier ministre monta péniblement. Il ouvrit la porte, inspecta la chambre, propre, empesée, drap amidonné, persienne close. Il dansa dans la chambre une espèce de ballette funambule. Un pas à gauche, 2 pas à droite, un pas vers le centre. Enfin, il se mit à genoux. Il tapota de l'index, puis, après avoir repéré sa proie, il tira d'un coup sec sur la latte du parquet. Il récupéra, dans un petit trou, un paquet de lettres dont il fit claquer la liasse en sifflotant. Il sépara la dernière. Il la lut, sans montrer la moindre impatience, puis s'écroula sur le lit tant il riait. Chapitre 7. Nous changeons de décor. Nous sommes en Allemagne, dans la voiture de Lord Bute. Alors, je vais raccourcir la lecture du poème, et ça commence par un poème de Hölderlin, que j'ai ici écrit in extenso, traduit par Gustave Rout, et qui s'appelle Andenken, souvenir. Et c'est le poème qui est en exergue du chapitre qui s'appelle donc le poète de Heidelberg. Je vous ai déjà dit tout à l'heure que ce Mulligan, le butler de Jan Bute, était l'un des 70 hommes et que d'une certaine manière il avait une espèce de vie qui se transmettait d'une vie à l'autre. Il avait ce nom de Mulligan parcourait diverses vies d'hommes qui s'enchaînaient parce qu'il ne fallait pas qu'elles disparaissent. Eh bien, on va en rencontrer un autre aujourd'hui, de cette lignée bizarre des 70 hommes. Et ce sera lui, ce fameux poète de Heidelberg. Mais en attendant, justement, je vous lis les 2 premières strophes d'un autre avatar de ce poète de Heidelberg qui s'appelait Friedrich Hölderlin. Et ça donne ceci. Le vent du nord-est se lève. De tous les vents, mon préféré, parce qu'il promet aux mariniers haleine ardente et traversée heureuse. Pars donc et porte mon salut à la belle Garonne et au jardin de Bordeaux, enfin il écrivait Bordeaux, là-bas, où le sentier sur la rive abrupte s'allonge, où le ruisseau profond des monts choit dans le fleuve, mais au-dessus, regarde au loin un noble couple de chênes et de trembles d'argent. Je m'en souviens encore et je revois ces larges cimes que penche sur le moulin la forêt d'orme, mais dans la cour c'est un figuier qui croît.
Là vont au jour de fête les femmes brunes, sous le sol doux comme une soie au temps de Mars, quand la nuit et le jour sont de même langueur. Quand sur les lents sentiers, avec son fait léger de rêve, brillant, glisse le bercement des brises. Et je saute à la fin du poème, qui tout de même se termine par ce vers extrêmement célèbre, mais les poètes seuls fondent ce qui demeure. Samedi 29 septembre 1945. 3 semaines plus tard, nous suivons les pas d'un autre membre du Fellowship, Lord Ian Stuart Bute. Au mois de mai, il était arrivé dans la capitale de l'Alsace avec son chauffeur Frank, spécialement équipé d'une Rolls-Royce par ordre de Churchill afin de conduire son ami Bute dans son voyage initiatique en direction de Sion, Valais, où gît la caverne d'Hermann, maître de la tourbe du monde. Il aurait dû y parvenir depuis bien longtemps, mais une horrible fatigue, un désir irrépressible d'alcool, un désespoir et un sentiment de vide avaient envahi Lord Bute à son sortir de Strasbourg. Il avait demandé à Frank de s'arrêter une fois arrivé sur la place de Bordeaux. Dans l'écho éveillé par ce mot qu'il n'avait plus rencontré depuis longtemps, une vague réminiscence du quai des Chartrons, impeccable succession 18e dont l'élégance était nourrie de la traite négrière, lui était venue à l'esprit par contraste avec cet espace hideux et vaste où Strasbourg se retient encore avant de se déliter dans le no man's land qui conduit au Rhin. Pour ceux qui ont été sur la place de Strasbourg à Bordeaux, c'est effectivement à Strasbourg, sur la place de Bordeaux à Strasbourg, c'est effectivement extrêmement moche. Mais sa mémoire lui rouvrait là plus qu'un souvenir, un sentiment intense, un sentiment-souvenir dont le paradigme lui réapparut, tout entier, comme on revoit d'un coup une partition de Mozart, quand elle est parfaite de la première à la dernière ligne, mais cette fois c'était de la poésie, d'admirables vers de Hölderlin. Ce poème, Andenken, qu'on lui avait fait lire en Allemagne, s'était précipité dans son esprit au seul nom de Bordeaux, que Hölderlin, lui, par une inflexion germanique à la fois pataude et gracieuse, avait écrit Bourdeaux. C'était en 1933, lors de son voyage officiel de grand compositeur nordique dans le Reich millénaire, voyage dont le souvenir était particulièrement pénible à Bute, qu'un petit professeur moustachu et obséquieux, se considérant comme le plus grand philosophe de la Terre, lui avait présenté ce poème comme on manipule une relique. De Hölderlin, il faisait son prophète, tandis que lui, Martin Heidegger, était le Verbe de Dieu. C'est tout à fait possible quand on remplace le Sinaï par l'être, à condition, bien entendu, de le vouloir Judenrein, c'est-à-dire vide de juifs. Ce poème devrait vous parler, Herr Componiste, avait dit Martin Heidegger de sa voix de fausset. Il est fait de vent. La pensée aussi est faite de vent, avait sèchement répondu Yann à cet homme dont l'affectation allemande lui avait paru un jeu assez obscène. Je ne dirai pas cela. Je dirais que la pensée est faite de terre, elle recherche le site. Bref, Ian Bute avait lu le poème. Il en avait été mystérieusement bouleversé. Oui, 2 mots surtout, les jardins de Bourdeaux. Ce « U » supplétif lui avait aussitôt évoqué, lui si froid, si blanc, dans sa conjugaison avec le « O », les rougeoiements du soleil et du vin, la chaleur de l'été dans les pins de la Gironde. La faute du poète lui avait paru rétablir le vrai dans la langue française, comme si elle s'y était trop longtemps refusée. En écho à ce geste réparateur, Ian Bute, qui avait une solide éducation, avait assez pratiqué les évocations de la bourgeoisie bordelaise pour savoir que le poète avait été ici touché de divination, mais nullement d'observation. L'apparition des femmes brunes lui avait fait découvrir brutalement l'antithèse sublime de son septentrion, en seulement 3 mots. Un abîme s'était ouvert en lui, sans nul doute creusé par les doigts mentaux de Hermann. Une horreur subite de cette Allemagne à traverser l'avait hérissé. Il désirait furieusement du vin de Bordeaux. « Franck, arrêtez-vous !»« Qu'avez-vous, votre seigneurie ? Je ne veux pas aller en Allemagne maintenant, ni demain d'ailleurs. Nous bifurquons si vous voulez bien. Nous allons nous reposer un peu. Y voyez-vous un inconvénient ?» Franck s'était retourné avec un air pétillant, presque surexcité. « Votre seigneurie, je n'attendais que cela. » Un peu interloqué, Lord Bute avait repris son souffle et ses esprits. Après une brève hésitation, il avait lancé « Nous allons nous promener entre Chervillers et Sélestat. J'y ai de bons souvenirs d'enfance et je serai heureux de rendre une petite visite à Beatus Rhenanus. » Dans la petite ville de Sélestat, la plus belle collection française d'incunables était conservée à la bibliothèque de Beatus Rhenanus. Autre exemple de ce rayonnement dont avait joui la Rhénanie
avant de se voir mutilés par les ambitions politiques des Bourbons, tout à leur puissante nation, quand les terres germaniques s'attardaient encore dans les rêves d'un empire informe. Lord Bute, tout frais payé par la couronne, erra pendant près de 4 mois dans la plaine d'Alsace. Franck eut la permission de le laisser des jours nombreux, ce dont il s'empressa, appelé par des tâches urgentes et violentes, dont son employeur provisoire ignorait tout. L'été durant, Jan Bute lut de la poésie française, beaucoup, mais à mesure que l'été avançait, il retourna au vers allemand. Il repensait au jardin de Bourdeau et à Hölderlin, au jeune poète éternel qui, après avoir renoncé à son art, avait exécuté de si parfaites courbettes qu'il ponctuait de « avec humilité », crié d'une voix comique dans la tour du vieux menuisier de Cimer, quand il était devenu censément fou, qu'il avait pardonné son âme et sa plume trop grande. Quand, après cette saison de farniente, la fin de septembre était arrivée, Jan Bute lui annonça qu'on repartait pour l'Allemagne et qu'on repasserait par la place de Bordeaux. Franck n'en crut pas ses oreilles. Il ne put dissimuler à son employeur la rage furieuse dans laquelle son revirement l'avait plongé. « Il est bien étrange, ce chauffeur, pensa Jan Bute. Est-ce que Churchill me l'a donné pour me tancer comme il aime tant le faire lui-même ?» Mais Jan Bute se trompait. Ce n'était pas Churchill qui avait choisi Franck. C'était un homme beaucoup plus puissant que le Premier ministre d'une couronne d'Hécatie. Il était tout juste midi. Le pont de Kehl était un pont flottant que les Français avaient installé en août 1944. Il faudrait le reconstruire vite, en dur. À l'entrée du pont, Franck freina brutalement. Première faute de conduite, pensa Lord Bute, mais non. Un homme s'était jeté sous le capot de la voiture, en un bond latéral, juste avant l'entrée dans la structure. Puis il était retombé en arrière, et Franck avait pilé. « Fou !» avait-il crié, tout en ouvrant vivement la porte de sa voiture pour s'assurer que l'autre n'était pas mort. « Ein Vogelfänger bin ich, ja stets lustig, ça avait entendu Lord Bute fredonner d'une voix faible et quelque peu essoufflée pendant que le personnage se relevait. Puis l'homme s'étira de tout son long. C'était une espèce de vautour, au nez crochu, aux membres effilés et maigres. Une barbiche pointée au bout de son menton saillant et tressautait dans les mouvements convulsifs de sa bouche. Ses vêtements étaient vieux et crottés, problème qu'il avait résolu en se recouvrant d'une pèlerine noire qu'on aurait cru sortie d'un magasin d'accessoires. Il tenait à la main une longue canne sur laquelle, aussitôt qu'il avait obtenu l'attention désirée, il s'était figé. Mais elle était passée sous les roues et aussitôt qu'il avait pesé sur elle, elle s'était brisée en deux. Lui, avec une convulsion, avait repris une pose digne. Ses yeux, en tout cas, étaient extraordinaires. Et Jan Bute, en les voyant, songea aussitôt à Mulligan. Ils n'avaient pas la même couleur, ni la même forme que les siens, mais ils avaient la même intensité. « Vous vouliez mourir, c'est ça ?» avait rudement demandé le chauffeur. « C'est ce que vous dites, ô provenu d'East Anglia. »« Pardon ? Pouvez-vous nous laisser passer, s'il vous plaît, à Franck ?»« Que cela soit possible, je ne le crois. »« Pardon ? Mon anglais, dans les sentes qui m'ont égaré, s'est perdu. Aussi, avec crainte et humilité au milieu du chemin de ma vie, je vous demande pitié et bonté. De bonté, je sais que vous ne manquez pas, car déjà, l'un des miens, par 2 fois, vous l'avez sauvé. Son nom, je le dirai, mais ne m'interrogez pas. Avec confiance et habitude, je le prononcerai. Mais j'ai des caprices imprévisibles. »« Où allez-vous » avait compris Franck, qui d'un coup d'œil avait lu d'abord l'amusement, puis la bienveillance, et enfin la stupéfaction chez Lord Bute, qui avait littéralement vacillé à la fin du discours de cet homme. Il ne pourrait donc pas le chasser, hélas. « Vous, où allez-vous » demanda l'étrange personnage. « Nous allons traverser l'Allemagne, reprit Jan Bute. Vous cherchez à rentrer chez vous ? Notre première étape est Heidelberg. »« Heidelberg !» L'homme avait crié ce mot avec une ardeur extraordinaire. Lord Bute se piqua au jeu. Du moins, il voulait se dire que c'était un jeu alors qu'il savait déjà que c'était une rencontre. « Habitez-vous à Heidelberg ?»« Habiter, je n'habite pas une demeure, non. En exil, en voyage, depuis que sur le flot du jeune fleuve, au piquant d'un rayon, je fus emporté. Ce qui nous regarde, c'est autant ce qui nous est propre que ce qui nous est étranger. »« Comment vous appelez-vous » demanda Jan Bute d'un ton plus bas, alors que l'attention le gagnait, puisqu'il croyait voir s'incarner devant les yeux cette langue qu'il avait arpentée tout l'été, en songeant parmi les Andenken, les hymnes et les germaniques élégies. « Je m'appelle Poète. Son nom, non pas dans votre langue, mais dans celle des Français. Pourquoi j'y fus conduit, je ne le sais qu'à moitié. C'est le nom que je pris un jour, de la parole d'un jeune mort. » Comme le nom de Mulligan avait migré
d'un homme à l'autre, ainsi qu'on se tend le relais pour sauver ce qui doit être sauvé. Il y a une note de bas de page qui rappelle l'histoire de Mulligan. Poète portait l'un des 70 noms ineffaçables, parce que le décor d'une survie humaine s'était dessiné en 70 figures. On ne pouvait dire que Poète était Hölderlin ou sa réincarnation, mais c'était de lui sans aucun doute qu'il avait reçu le nom nouveau et ancien, le nom secret que Hölderlin en son temps avait porté. Cela s'était passé en plein milieu d'une atroce cérémonie SS. Soudain, un silence et un noir avaient remplacé les cris, les uniformes, les corps, les mains nerveuses et tordues par le fanatisme. Répondant à la question de Jan Bute, il revoyait par la pensée son corps nu dans la tourbière, non loin des Externsteine, sous la croix d'Irminsul, parmi les torches et les chants des loups. Il se remémorait les feuilles dont on l'avait recouvert, et puis cet instant où il avait aperçu, si l'on peut dire ainsi, ce nom qui l'attendait au centre de la terre. Il avait commencé par le haïr, ce nom, car il cherchait alors cette fournaise noire qui, lui, ce jeune homme, le retremperait, ferait de lui un autre, un maître, un possesseur du crâne qu'on dit tête de mort, celle que sur son uniforme de soldat SS, il chérissait plus que lui-même. Mais alors, il vit autre chose dans cette bouche de la terre, et il sut qu'on lui avait menti. Ceux qui se disaient des mages là-haut hurlaient. Ils lui disaient « Meurs, couche d'homme, et renais en surhomme ! Meurs, allemand, et renais arien ! Meurs, combattant, visite le maître où il se trouve, au centre de la roue, devant l'arbre des runes !» Plus il criait à se dissoudre en vent et en poussière, plus lui descendait loin d'eux dans la bouche de la terre, et plus leur voix lui paraissait des paroles inarticulées. Puis tomba le silence et sa parole. C'est alors qu'il prit son nouveau nom, que je n'écrirai pas. L'instant d'avant, il était Rottenführer von Hohenlohe. Du château de son père à celui de Wewelsburg, il était parti à tout jamais, où l'on doit s'oublier pour n'être plus que l'un des 70 hommes. Pourtant, seul en son genre, il n'oublia pas sa précédente identité. Seul parmi les 70 hommes, il conjuguait deux noms, celui d'hier et celui d'aujourd'hui, celui de sa fiction germanique comme celui de sa vérité, en une étrange maladie. C'est pourquoi il s'était choisi ce surnom de poète, parce que son nom de noble allemand et l'autre s'entrechoquaient trop douloureusement dans sa conscience. Il s'affaissa, épuisé. « Repesez-vous, venez dans la voiture, dit Lord Bute, aiguillonné par son intuition et par son souvenir de Mulligan, en qui ne se retrouvait pas cet étrange personnage, mais comme un analogue. Il le lisait dans ses yeux. Bute savait presque déjà qui était cet homme. « Attendez-moi, votre seigneurie, je dois finir avec humilité, je dois finir de me remémorer puisque vous me l'avez demandé. Depuis lors, personne ne m'avait demandé mon nom. Je suis sorti de la fosse et je recrachai les feuilles de mi-pourries que j'avais dans la bouche. Ils étaient autour de moi, se prétendant maître d'Allemagne, nouveau père de la Germanie, Sturmbannführer, Oberführer et le petit maigre malingre, Reichsführer, ces guerriers aux grandes visières noires, aux torches scintillantes et sifflantes, de gerbes d'étincelles. Leurs chiens noirs et bruns hurlaient à la mort. Ils disaient ce qu'ils croyaient magique, mais je leur répondis « J'ai traversé le centre de la terre et les couches du temps, je les ai vues. Adieu. » Ils me maltraitèrent, ils me battirent si fort que je mourus presque. Seulement je me souviens aussi de l'autre que j'avais été. Et quand je leur dis « Je suis poète », une dernière fois pour rendre l'âme, je récitais des vers de Patmos. L'un d'eux prit des mains d'un autre le poignard qui devait m'achever, mais moi je m'enfuis dans la forêt. Je me nourris de feuilles et de terre, je devins muet. Je chassais et ma chair repoussa. Le nom qui m'avait sauvé tournoyait en moi, Hölderlin. Je me souvins de ses pas dans la ville de Heidelberg. J'y allais, et tout le jour, depuis les ruines du château où j'établis mon campement, je partais traverser le Neckar et arpenter le Philosophenweg. Au bout de la ville était le Ting, construit par le maître de la Germanie, Adolf Hitler, en souvenir du Ting des Germains des premiers temps. J'y pleurais des jours durant, car on avait rêvé là de sombres assemblées, et c'était une grande folie. Jan Bute était bouleversé. Tout ce que lui disait cet homme, il le comprenait. Il n'avait pas vécu dans la proximité de Mulligan pour rien. En somme, quelque chose de ses propres symphonies avait pris corps dans cet homme, au même titre que son nouveau nom. « Vous avez passé toute la guerre à Heidelberg ?» demanda-t-il doucement. « J'ai passé 5 années à Heidelberg. »« Et depuis qu'elle est finie, vous avez quitté la ville ?»« Fini ? La guerre ? Où avez-vous entendu cela ? Ignorez-vous que la guerre commence ?» Il était bien l'un des 70 hommes, un esprit qui fait halte dans un corps, autant que Mulligan.
Mais il était parmi les siens le plus étrange et le plus ambigu. N'importe. Lord Bute se disait qu'une âme l'escortait. Ils traversèrent des autoroutes désertes. De ci, de là, quelques barrages routiers dressés par les Français cherchaient moins les soldats égarés, les nazis cachés, que les victuailles camouflées. Sur les bas-côtés, campagnes et quelques fermes, quelques villages intacts, d'immenses forêts. Les mêmes forêts, pensa Lord Bute, qu'avaient traversé les chevaliers du Moyen-Âge, ceux de Charlemagne, qui s'en allaient combattre les Saxons au nom du Christ, ceux qui partaient dans l'autre sens rendre Jérusalem au Vérus Israël. Quel pape avait commandé, quel empereur avait obtempéré, il ne s'en souvenait plus. Il ne parvenait pas à trouver là quelque intérêt. Il avait préféré se noyer dans le Kalevala, Kalevala, c'est la source de toute la musique, c'est des poèmes finlandais qui sont la source de toute la musique de Sibelius. Dans les sordides aventures de Lemminkainen ou depuis quelque temps dans celles de Tolkien. Depuis tant d'années, il avait cherché à produire une vraie musique de légende, qui exaltât son amour infini pour la mer, les oiseaux migrateurs, les vols d'oies et de grues, pour les arbres immenses et contorsionnés des forêts maritimes battues par les vents et fouettées par les sels, ou pour l'immense procession des terres à laquelle il rêvait en insulaire, matière toujours plus noire à mesure qu'on avançait dans le ventre du continent, parmi les langues plus sombres et plus grasses, où des accents de marche slaves se chantent à la contrebasse, où les fils gigantesques des barbares avaient retourné le sol pour l'ouvrir. Poète dormait à côté de lui, lové dans son air enfantin et angélique. Sir Ian s'autorisait à siffloter quelques ballades. Il n'avait pas voulu, comme Vaughan Williams, les laisser sourdre de sa musique, quitte, ainsi que le faisait son illustre concurrent, plutôt son disciple, à les couler brutalement dans des masses de béton. Pas de cela, pas de nos mélodies anglaises, pas de musique nationale, cela ne se pouvait plus. Tchaïkovski, Grieg et Smetana et Dvorak, ils avaient tous cédé devant les Allemands, devant leur chantage. À vous le charme et la couleur locale, à nous la grandeur, la science et l'absolu. La vieille rigueur luthérienne, croisée avec les fioritures catholiques des vallons autrichiens, avait permis ce coup de force. Des Ländler, des paysans à bretelles, étaient devenus des valses où le mouvement du monde se laissa entraîner. Les sinistres fugues et les froids chorales, devenus chatoyants dans les mains du vieux Bach, avaient élu comme une race supérieure les doubles croches allemandes, tandis que les Tchèques et les Anglais resteraient à jamais ce qu'ils étaient, des animateurs de mariage. Cette affreuse idolâtrie l'avait déterminé à camper sur des terres musicales d'une invincible austérité. « Baden-Baden, vous voulez sortir de la voiture, monsieur ?»« Je veux bien, Franck. Poète, voulez-vous ?»« Je ne sors pas pour Baden-Baden, » rétorqua Poète, méprisant. Franck eut une moue glacée dont Lord Bute surprit l'irruption dans le rétroviseur. Il en fut impressionné sans la comprendre. « Alors je sortirai seul, » conclut Bute. Il ouvrit la portière, fit craquer doucement ses articulations et se redressa. Des soldats français sortaient de l'hôtel Stéphanie Brenner, énorme plat de stuc crémeux à la façon palladienne des hôtels de la Côte d'Azur. Les cures et les bains avaient cédé la place aux états-majors. Très vite, les états-majors céderaient leur place, à leur tour, aux cures et aux bains. Il fit quelques pas. Franck était resté devant la voiture. « Quel étrange poète, murmura Lord Bute en repensant à son voisin. On lisait dans cet homme à livre ouvert l'inquiétude, l'émotion, la hâte. La ville, Baden-Baden, s'offrait à lui, intouchée par les bombardements alliés. Beaucoup de Français partout, des Allemands aussi. Allemands, Germains, que dire d'autre. Il comprenait à Baden-Baden ce qu'à Strasbourg il avait tout juste entreaperçu et à peine pensé. Par-dessus les villes, par-dessus les campagnes, des langues planaient, tels de gigantesques et invisibles oiseaux, trop hauts pour que leur corps s'éprouve, et pourtant là, prégnants, enveloppants. Il avait circulé dans ce couloir qu'on appelait Rhénanie, où deux langues rapprochaient leurs battements inconciliables dans les cœurs et les âmes des hommes. D'un côté le français, de l'autre l'allemand. À présent, il comprenait la fine fêlure, l'émotion musicale qu'il avait saisie à Strasbourg, tandis qu'il marchait entre oui et nein, entre rue et gasse, parmi les vastes et grasses entrées des immeubles de grès, en décor d'édredons empilés ou de rondins fossiles, si différents des plus laids ornements haussmanniens pour parler de Paris, ou du confort propre de l'individu anglais dans son home de briques. Ses portes et ses façades, ici colorées, là blanches, tel un pré enneigé relevé d'un encadrement de grès toujours rouge, ou là encore d'un vert byzantin, ces bâtisses si bourgeoises,
lui avaient paru nostalgiques et graves, comme ces vieilles poules en quête d'un passé perdu. Le clapotement du Rhin, depuis César, avait signé la frontière des deux mondes, celui où Rome étend ses griffes, et celui qui se dilatera sans fin en vaste marée de terre, poussant la distance jusqu'à l'effarement, jusqu'à l'Asie, d'où, couche après couche, les mouvements avaient happé les peuples, partis des steppes et des montagnes de l'Oural, à la poursuite énorme du soleil. Sur le Rhin, quelque chose s'était figé. On s'était regardé en chien de faïence de part et d'autre du fleuve. Les grands ouvrages des hommes, leurs immenses tours de mots, leurs langues, s'étaient édifiées, solidifiées et lentement éloignées. Plus elles étaient devenues grandes, nobles et robustes, plus les langues s'étaient crues uniques et s'étaient drapées dans leur immensité. Sur la surface des lieux se dressaient ici maisons et souvenirs. Ici de Louis XIV, des margraves de Bade, des canonnades de 70 et des boucheries de 14, et puis enfin du grand éclair noir qui avait hurlé dans les parades nazies les mots du passé perdu. Lord Bute ne le savait que par ouï-dire, mais sa sensibilité comprenait ce qu'il n'avait pas vu. Ici, il entendait plus à vif cette peine de Babel, s'il faut croire le vieux récit, cette tristesse qui ébranlait les colonnes de l'histoire depuis que les langues qui un jour avaient fait un s'étaient désaccordées, cette musique qu'inexorablement elles jouaient chacune en son coin. Les langues, elles ondulantes ou méduses, se gonflaient depuis les bouches jusqu'au zénith et au nadir, si vastes, si puissantes. Sitôt que l'une d'elles s'approchait d'une autre, aux abords de ces déguisements qu'on appelle les frontières, toutes deux fuyaient en un froissement d'ailes aussi rapide qu'un sursaut. Ne restait plus alors, planant sur leur cœur stupéfait où l'invisible s'était vu, que la malédiction d'un silence. À Strasbourg, les fantômes prennent beaucoup plus de place que les vivants, pensa Lord Bute. À Baden, c'était différent. Les basses mines allemandes et les cris étouffés avoisinaient les nuques à nouveau roides de l'armée française. Au-dessus s'étalaient de pimpants géraniums, des maisons construites pour le farniente. Baden imitait l'Italie, car une ville d'eau est toujours un peu une dernière demeure, comme Venise ou la Suisse. Les rues montaient et descendaient en jolies chorégraphies urbaines. Elles voulaient sans doute signifier que rien n'est grave sans qu'il reste la fête. Oui, songea Lord Bute, repensa à son père, qui avait séjourné au Stéphanie Brenner et qui avait perdu, avec allégresse, un peu de joaillerie dans le casino, aussi froid et blanc qu'un temple d'Apollon. Il existe sans doute un Babel de la fête où tout le monde parle une seule langue et peut-être un seul mot. Das war, équivalent en dialecte alsacien de Das ist wahr, allemand, qui signifie cela est vrai. Das war, croisé quelque part à Strasbourg, vint frapper sa mémoire. Sans doute un équivalent wurtembourgeois avait-il été prononcé à quelques mètres de sa présente méditation. Et si, dans le fond, nous croisions plus des phrases que des hommes, pensa-t-il. Tout autour, les forêts complotaient contre les puristes, des sapins, des rochers, des trous, antres, cavernes à secrets. Sans doute des fantômes se cachaient là, récents et lointains, modernes et germains, ennemis de César, de Charlemagne, du Saint-Empire. Attisés par le monstre du bilinguisme et ses métastases dialectales, Lord Bute croyait aussi entendre leurs murmures en alsacien. Il saurait bientôt qu'il n'était pas le seul doué d'une double oreille, si l'on peut dire. Il y avait en Suisse un homme vers lequel sa route, lente et étonnée, le conduisait. Il y avait un prêcheur à Sion. Celui-là ne pressentait pas, mais savait, avec une science infaillible, qui le torturait et l'amoindrissait chaque jour davantage, que les hommes se résumaient en effet à des phrases, et qu'ils ne devaient qu'à elles la bizarrerie de leur vie. Yann s'arrêta brutalement. Une rue qui montait, quelques maisons colorées, rien de nouveau, rien de différent. Pourtant, une épouvante le saisit. Il ne pouvait pas faire un pas de plus, ni en avant, ni en arrière. Des voitures étaient garées devant lui, à côté de lui, derrière lui. Quel était le nom de cette rue ? Scheibenstrasse. Un arbre descendait vers lui dans une pose contorsionnée. « L'homme est un arbre des champs », se récita-t-il. Il tenta de détourner ses pensées d'une évidence soudaine qui les agressait, comme la morsure de la mort. Ses pieds lui pesèrent, mais ils le soutinrent au-dessus du gouffre. Il croisa le regard d'un enfant moqueur. Non, le regard terrifiant d'un enfant qu'on instruisait à tuer comme on éduque un chien de garde. Il crut entendre les hurlements d'une population et sentir les bras recroquevillés et la nuque baissée d'un homme fendant la foule qui le battait au passage avant de l'enfourner dans sa maison.
Il crut éprouver le vent créé par les flammes, et se frayant un chemin par les conduits et les pierres et les fautifs vitraux qui avaient abrité leurs champs. Il sut que là où il était, à Baden-Baden, un ange de la mort était passé, d'un vol aussi hautain que celui des grandes langues, très loin au-dessus des hommes, au-dessous, un spasme de pure horreur. C'était le 10 novembre 1938. Personne n'avait souvenir de ce matin-là, à Baden-Baden, de l'incendie de la synagogue. La nuit de Berlin avait assez captivé les esprits, mais ce n'était pas les actualités qui parlaient en Yann, c'était la terre. Il tomba. Un vieil homme, goguenard, se pencha par la fenêtre. « Schwärmerei » lança-t-il. Schwärmerei, ça veut dire apitoiement, vieux mot cher au philosophe allemand. Puis le vieux prit son téléphone et demanda la bourgeoisisation. La bourgeoisisation, c'est le corps social qui est au service de Hermann, le dicteur. Voilà, j'en ai fini.